Et donc, la question qui me paraît centrale, c'est la question du réinvestissement des profits dans le cycle productif. Mais ce n'est pas une question nouvelle, hein, parce que quand vous étudiez la grande discussion entre David Ricardo et Charles Simon de Sismondi sur les effets du progrès technique sur l'emploi, vous savez que Ricardo écrit en 1817 les principes de l'économie politique et de l'impôt, et dedans il dit c'est une très bonne chose le progrès technique parce que ça permet d'augmenter les profits et donc l'activité économique et la création d'emplois. Voilà. Et Sismondi répond en disant oui, mais si M. Ricardo pouvait faire tout le travail de l'Angleterre par des machines et laisser les travailleurs anglais sur le bas-côté, il le ferait, parce qu'il ne jure que par le progrès technique. Okay. Et donc, dans la 3e édition des principes de l'économie politique et de l'impôt, parue en 1821, Ricardo crée un nouveau chapitre intitulé « Des machines ». Et là, il répond à Sismondi en disant « J'ai longtemps cru que le progrès technique était synonyme de profit et donc de bien-être pour la population. Mais je dois à la vérité de reconnaître que Sismondi a raison sur certains points. Si le profit permet aux capitalistes de s'acheter des œuvres d'art et donc de ne pas le réinvestir dans l'activité, effectivement, ce progrès technique qui crée du profit ne va pas être bénéfique pour la population. Une entreprise fait des bénéfices, ses dirigeants peuvent garder leurs profits ou les donner aux actionnaires pour rendre les riches encore plus riches. Ces actionnaires peuvent faire ce qu'ils veulent, s'acheter une plus grande maison ou investir à Wall Street sur les marchés à terme de l'alimentation et causer de la famine. Toutes ces choses sont possibles. Ce n'est donc pas acquis que les profits d'aujourd'hui soient les investissements de demain. C'est une possibilité si vous avez un capitalisme régulé. Si vous dites « Ok, les entreprises sont obligées d'investir », à ce moment-là, les profits sont les investissements de demain. Mais ce n'est pas le cas. Si on regarde les profits des entreprises qui sont à Wall Street, par exemple, de moins en moins de ces entreprises produisent ou vendent des objets. Si vous regardez General Electric, Ford, leurs profits ne viennent plus de la production de voitures. Ils viennent des divisions financières. Pour General Motors, son profit principal vient des crédits accordés aux gens qui achètent des voitures. Ce n'est pas la production de voitures, mais la finance ne devrait pas servir à ça. Et donc, ce capitalisme financier ou ce métacapitalisme, il nous fait peur parce que ces modalités de régulation ne sont pas encore en place, ne sont pas encore stabilisées. Et c'est pour cela que moi, à titre personnel, j'ai beaucoup d'appréhension sur la déconnexion entre le caractère mondialisé de ce capital financier et le caractère national des institutions régulatrices. Et tant qu'on n'aura pas trouvé des modalités de régulation idoines, on risquera d'avoir des charrettes de groupes qui se ferment, de gens qu'on sort du marché du travail, tout simplement parce qu'on veut faire des profits boursiers. On en est arrivé à un stade où la bourse applaudit lorsqu'on fait des compressions de personnel. Si tout devient tellement favorable à la finance,
Si on continue à faire baisser les salaires, on ne peut être que pessimiste en disant « vous détruisez votre marché intérieur et à un certain moment, il n'y aura plus de demande ». Les salariés ne pourront plus se payer de vacances, aller au restaurant, aller dans les stades. Tous ces domaines vont cesser d'être profitables parce qu'on a réduit le pouvoir d'achat en étant uniquement favorable à la finance et en menant une politique de salaire extrêmement bas. L'approche de Schmitt est beaucoup trop mécanique. C'est un peu le keynésianisme hydraulique où l'État crée un nouveau programme de retour à l'emploi. Alors on construit des routes, on fait des grands travaux, ça augmente les profits, ça crée des investissements et des emplois. Il a été prouvé que cette mécanique n'est pas aussi automatique. La part des profits étant devenue très grande, en fait, les profits sont utilisés pour reverser directement aux détenteurs de capital, aux propriétaires du capital, des sommes. C'est pour ça qu'on parle tant des dividendes, et que le capital pour sa propre reproduction ou pour l'innovation, les profits sont largement suffisants pour pouvoir assurer cette reproduction-là. Donc c'est intéressant de voir que même, vous voyez, pendant la crise, ce qu'on appelle la grande récession 2008-2009, on avait une crise financière, etc. On aurait dû voir un effondrement de l'investissement par derrière. Mais les profits étaient tellement importants que, en fait, l'investissement, qu'il soit dit tangible ou intangible, c'est plutôt maintenu. Voilà. Il s'est maintenu et donc aujourd'hui, dire qu'on donnait plus de profits, c'est pas cela qui va faire plus d'investissement. Les profits sont largement suffisants pour assurer l'investissement. Plus de profits aujourd'hui ne signifie pas plus d'investissement aujourd'hui ou demain. Voilà. Et donc, ça permet, ça signifie quoi? Ça signifie que même si on croit dur comme fer à effectivement que l'investissement implique l'emploi, on peut quand même réinterroger la part des profits aujourd'hui, son importance, puisque on peut même la diminuer en fait, c'est ma conviction qu'on peut la diminuer de manière significative sans que ça ait d'impact sur l'investissement. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années aux États-Unis, 90% des profits des grandes entreprises sont distribués aux actionnaires ou sont utilisés pour des rachats d'actions.